On accueille Michel Callot, multicasquette également, Michel. Je vais te laisser te présenter et puis toujours même question, en quoi ta présence ici est en lien avec le thème, à savoir les différences, et comment tu gères toutes ces différences, toi qui es vraiment multicasquette. Alors peut-être revenir au point de départ, moi je pense que comme les différentes expériences qui vous ont été présentées ce soir, je n'étais pas du tout programmé non plus pour ce que je vis aujourd'hui. En fait, j'étais un élève très sage, très classique, et puis simplement, à peu près au moment du bac, j'ai voulu vivre une passion. Ma passion, c'était le vélo, c'était le cyclisme. Moi, je trouve que j'étais pas trop mauvais, il y avait quelques petits dons, on va dire, pour ce sport. Et je me suis engagé à fond dedans. J'ai arrêté tout, les études, tout, parce que c'est un sport qui a des débouchés professionnels qui peuvent être quand même assez intéressants. Et 2 ou 3 ans après, ça a été un choc pour moi, et un premier choc de différence. Je me suis rendu compte, dans un sport c'était les années 90, qui vivait un certain nombre de traumatismes, sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais je me suis rendu compte que, avec des jeunes de mon âge, on avait des visions, finalement, de notre avenir, de notre projection sur toute une vie, qui étaient extrêmement différentes. Il y a des jeunes qui étaient absolument prêts à tout sacrifier pour pouvoir, effectivement, signer un contrat chez les professionnels. Et puis, il y en a d'autres, peut-être, parce que des influences différentes, qui voyaient les choses un petit peu différemment et qui voulaient laisser la passion avant la profession. J'ai peut-être eu la chance de basculer de ce côté-là. En tous les cas, moi, ça m'a nourri sur 2 aspects. Le premier, je me suis dit que, quand même, par rapport à des situations un petit peu désespérées qu'on voyait de sportifs qui, justement, ne sont jamais arrivés au très haut niveau, mais ont gâché plein de choses parce qu'ils n'ont pas su ouvrir les yeux et rebondir. Ça m'a certainement incité à regarder un petit peu ce qui se passait du côté de l'éducation, du côté de la formation. Et puis, par rapport au travers qui occasionnait quand même beaucoup de dégâts dans mon sport, et qui reste ma passion d'ailleurs, moi, je me suis dit que ça méritait peut-être de s'engager. Et pour s'engager, il faut à un moment donné avoir du pouvoir pour pouvoir peser sur un certain nombre de choses. Et voilà, ça a déterminé une partie de mon parcours. Alors ensuite, la différence pour moi, plus présente aujourd'hui, je dirais, dans ce que je fais, dans mes activités, je vais la prendre peut-être sous un angle un peu différent pour compléter là aussi ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, j'ai la chance d'animer 2 univers il y a beaucoup de parallélisme entre les deux, mais il y a également une différence de fond. J'anime, je préside, mais ça revient au même, on anime finalement une association qui est assez importante, puisqu'il y a à la fois des salariés, bien évidemment des bénévoles, et un certain nombre de cadres d'État qui sont mis à disposition. Cet ensemble-là, il est très hétérogène, et surtout, il permet de s'intéresser à quelque chose qui, de l'autre côté, m'a nourri professionnellement. Je vais y revenir tout de suite. De l'autre côté, j'anime une entreprise dont la vocation est la formation. Donc on rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a une vraie finalité sociale, et il y a un vrai bonheur à retrouver 15 ans après quelqu'un que vous avez formé et qui est en réussite professionnelle. Donc voilà. Mais quand vous êtes dans le monde du travail, quand vous managez, puisqu'on utilisait le mot, des collaborateurs, vous avez un socle commun qu'on connaît tous, c'est le socle commun de la pyramide de Maslow. Et qu'on le veuille ou non, vous avez un pourcentage extrêmement élevé d'individus qui, dans le salariat, viennent d'abord satisfaire les premiers niveaux de la pyramide de Maslow. En gros, il faut manger. Quand vous managez dans le domaine associatif, il y a une différence fondamentale. C'est du bénévolat. On ne vient pas chercher une satisfaction économique ou sur ses besoins, entre guillemets, primaires, mais on vient pour toute autre chose. Et on va s'élever dans la pyramide de Maslow. Et plus vous élevez dans la pyramide de Maslow, plus c'est compliqué de savoir pourquoi Pierre il est là, pourquoi Paul il est là, pourquoi Véronique elle est là. Et pourtant, si vous ne prêtez pas suffisamment attention à ces personnes pour détecter les différences, ça ne tient pas. Vous n'arrivez pas à structurer une équipe, vous n'arrivez pas à faire avancer un projet, et puis vous perdez beaucoup de monde en cours de route. Et quand on le pratique avec passion, parce que forcément on est dans un domaine qui nous intéresse, où on le fait simplement parce qu'on est intéressé par ce domaine-là, je crois que ça éveille un petit peu ce sens particulier qui est l'attention qu'on porte aux autres pour justement détecter les différences. Et quand vous le transposez dans le domaine professionnel,
c'est un avantage énorme. C'est que là où on pourrait s'arrêter sur des moteurs de motivation, d'animation d'équipe qu'on connaît tous, hein, et qui sont des grands classiques et qui s'appuient quand même plutôt sur les premiers étages de Maslow, vous allez plus facilement comprendre ce qui se passe dans la tête de votre collaborateur et pouvoir essayer de jouer sur les différences pour d'abord mieux structurer peut-être les équipes et puis surtout faire passer un certain nombre de messages ou en tous les cas interpeller sur des valeurs communes qui sont peut-être un petit peu plus faciles à porter. Voilà, c'est un petit peu le sens de mon parcours. Au niveau de la pédagogie, mais l'approche au niveau de l'école, comment tu gères, on a parlé de diversité, de mixité homme-femme, au niveau de tes étudiants, au niveau de tes enseignants, comment tu gères ça? Et comment tu vois aussi l'évolution de tout ça? Alors, moi je vais rejoindre un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. Professionnellement, on est un secteur d'activité qui est très féminin. Bon, là aussi, moi j'ai un petit peu de chance dans ma vie. À un moment donné, Marie-Françoise, elle m'a fait vivre une expérience. Alors ça, c'était entre la fin de ma carrière, entre guillemets, cycliste, et puis le début d'un travail un peu plus sérieux sur le plan professionnel. Elle m'a confié le management d'une équipe cycliste féminine. Donc je me suis retrouvé avec une douzaine, je crois, de filles à gérer. Et j'ai découvert ce que c'était que de gérer une équipe féminine. C'était un choc. Il y a beaucoup de différences avec une équipe de garçons. Mais encore, c'est quoi le choc? Ça fonctionne différemment. Bien d'accord. Non, mais passer l'anecdote, effectivement, on comprend pas mal de choses. Et aujourd'hui, je crois que je m'en sers encore dans le travail. Parce qu'effectivement, là également, pour reprendre un argument, je suis très sensible à pouvoir introduire de la mixité chaque fois qu'on peut le faire dans des équipes. Je pense que c'est un facteur d'équilibre, il est important, mais quand vous avez, c'est le cas moi, dans certains compartiments, on va dire certains secteurs de mon entreprise où il y a un public uniquement féminin, il faut s'y prendre un petit peu différemment et il faut faire travailler, je crois, les personnes ensemble d'une manière un petit peu différente. Quant aux étudiants, c'est peut-être un petit peu moins perceptible. Bon, c'est les formateurs qui font ça. D'accord. Au niveau de la pédagogie, parce que là c'est pareil, c'est quelque chose qui est en mouvance et rapide. Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu as envie de partager, ton regard là-dessus? Oui, tout simplement parce que les ressorts de l'apprentissage changent en ce moment, tout bêtement parce qu'ils essayent de s'adapter tant bien que mal aux évolutions de notre société. Et les évolutions de notre société, moi, c'est ma conviction, je ne suis pas sûr qu'elles soient partagées, mais c'est en tout cas la mienne, elles sont d'abord portées par la technologie. Et ce qui est en train de modifier profondément la manière de se comporter et la manière d'apprendre des jeunes, donc de nos étudiants, c'est la technologie. Donc la technologie qui nous amène dans l'immédiateté. Toutes nos technologies nous portent à être de plus en plus réactifs, interpellés, etc. Et donc on a à réfléchir sur la manière de s'y prendre pour pouvoir continuer à faire passer des messages de manière tout aussi efficace, où là il y a 30 ans, pour beaucoup d'entre nous, on s'asseyait pendant 4 heures, on écoutait, on était content de ressortir avec 10 pages de notes et puis de les réviser le soir. Ça, c'est des choses qui ne peuvent évidemment plus fonctionner. D'abord, l'information, elle est partout. Donc, le modèle pédagogique, effectivement, il est quand même à réinventer. Et dans nos secteurs d'activité, c'est un gros chantier, parce que là aussi, on a affaire à une différence fondamentale entre des formateurs ou des professeurs qui sont de la même génération que moi, donc ils ont subi la même chose. Et il faut qu'ils fassent complètement différemment avec un public qui attend autre chose. Alors justement, je me rappelle d'une anecdote avec des étudiantes chinoises venues en France, qui avait été surprenante, je crois. Oui, c'est juste pour montrer que parfois on a du mal à se comprendre ou à comprendre ce qu'on fait. On accueille très régulièrement effectivement des étrangers. À l'occasion, on avait 2 étudiantes chinoises qui avaient intégré un cursus où les cours sont à 60% en français, 40% en anglais. On s'est tous dit, elles étaient arrivées au mois de juin à peu près, les cours démarraient au mois de septembre, on s'est tous dit là, le français ça va les bloquer et ça va être une catastrophe. Et bon, il s'avère que premiers examens de droit au mois de décembre, je crois, effectivement c'était pas très bon. Les 2 chinoises avaient fait des progrès gigantesques. Enfin moi j'étais très très impressionné, elles parlaient parfaitement le français, elles l'écrivaient très bien. Mais par contre, pour le droit, ce qui bloquait, c'est tout simplement la compréhension culturelle de notre système juridique. En particulier le droit du travail. Alors ça doit être un peu... Je ne sais pas s'il y a des similitudes avec le Japon, mais je peux vous dire que là, le cadre même de notre système juridique était inabordable.
Et c'est pas le français qui bloquait, c'était bien notre culture, et en l'occurrence, dans ce cas-là, notre culture juridique. Donc, effectivement, ça amène à se dire qu'il faut se poser les bonnes questions avant de faire quelque chose. Toi qui fais le lien entre l'école et l'entreprise, qu'est-ce que tu as pu constater et comment tu vois ton ressenti sur l'évolution, justement, sur la mixité et la gestion des différences, qu'elles soient d'âge, de genre ou de culture? Il me semble, parce qu'effectivement, on organise beaucoup de rencontres avec les entreprises pour essayer de structurer nos cursus de façon à répondre aux évolutions d'emploi. J'adhère tout à fait à ce qui a été dit tout à l'heure sur le savoir-être, et d'où la place des sportifs, sans doute plus facile aujourd'hui dans l'entreprise, parce qu'ils répondent quand même à un certain nombre de ces prérogatives de savoir-être, plus facilement peut-être, pas tous, mais en partie. Je crois que dans ce qui frappe aujourd'hui dans la relation avec les entreprises, c'est, en tous les cas, dans beaucoup de cas, dans le tertiaire tout au moins, une réelle difficulté à définir les emplois. On ne sait plus très bien. Ça change très très vite, et d'où la nécessité d'avoir cette capacité, encore plus qu'avant peut-être, à comprendre son salarié, à voir comment est-ce qu'on peut aller chercher chez lui des ressources qui n'étaient pas forcément celles pour lesquelles on l'a embauché. Merci Michel. Alors, pour conclure, oui, je crois que ce moment-là a été peut-être l'occasion de prise de conscience, puisque c'est bien comme ça que les choses commencent. On peut vous dire, encore une fois, apporter plein de données, mais tant que c'est pas pénétré, en tout cas ça ne résonne pas, la prise de conscience, ça ne sert à rien. On voudrait aussi noter le point que accepter ces différences, c'est comme ça que tout commence. Si on commence à être dans le déni de soi-même, à ne pas se connaître, et on est encore moins apte à s'ouvrir aux autres. Oui, je pense que c'est aussi sortir de sa trajectoire habituelle. Donc c'est forcément aussi sortir de sa zone de confort pour tenter, pour oser. Je crois que c'est oser faire autrement, choisir et non subir. Je pense que c'est aussi extrêmement important aujourd'hui. Et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parcours, en tout cas, il n'y a pas de trajectoire définie. Il faut savoir la trouver, la mettre en place. Et je pense que c'est toute la finesse, on va dire, de cette gestion des humains, quoi. Finalement, on pourrait dire que pour répondre aux besoins du XXIe siècle, c'est bien ne plus avoir peur des différences, mais au contraire s'en servir. On apprend... D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire en venant ici ce soir. Sortir de votre contexte pour venir, tiens, mais qu'est-ce que ça peut-être m'apprendre ou pas, d'ailleurs, en tout cas, je m'expose. Et c'est bien dans cette démarche-là. Des différences, et là c'est notre quotidien avec Marie, on y gagne bien plus que l'on y perd. Oui, puis je pense que ça va évoluer encore. Je crois qu'aujourd'hui, moi j'ai 3 mots sur lesquels je m'appuie. C'est penser, bouger, responsabiliser. Je crois que c'est ça l'avenir. Et puis bouger parce que on est en mouvement perpétuel, quoi. Merci. Alors on va récupérer vos questions et pour un petit moment de débat avant d'aller se restaurer. Alors première question, je vous invite donc à poser à tous les 5. La prise d'un poste à responsabilité pour une femme n'est-elle pas souvent incompatible avec une vie de famille sereine? Qui répond? Je me retiens de ne pas répondre. Non, mais je pense, alors justement, c'est des stéréotypes très connus. Je pense qu'aujourd'hui, justement, l'évolution des familles, l'évolution de la vie en général, fait qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pas un argument qui tient. Aujourd'hui, parce que je l'expliquais, notamment nous, dans des postes, dans les fédérations ou autres, on travaille autrement, on travaille beaucoup à distance. On fait beaucoup de conférences téléphonées, donc ce qui permet aux gens d'être chez eux. Aujourd'hui, on parle aussi de parentalité. Donc là, c'est vrai que c'est aussi quelque chose aujourd'hui qui est pris en compte. Moi, j'ai eu dernièrement 2 jeunes cadres techniques garçons qui ont posé des congés paternité. Donc, ça a fait un tollé à la fédération parce que c'était la première fois, etc. Et donc, je dis, mais c'est bon parce que ça va être la place pour les femmes et plus l'argument en disant quand on recrutait, oui, mais alors si elle tombe enceinte, et si elle a des enfants, et si elle ne peut pas se déplacer à l'étranger, si elle ne peut pas emmener son collectif, etc. Donc, c'est plus des arguments pour moi aujourd'hui. Au contraire, on est dans une société qui se manage complètement différemment et qui laisse la place totalement aux femmes sur ces postes à responsabilité. Pour moi, ce n'est pas un argument. Florence? Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais malheureusement, il y a encore des ancrages. Juste pour l'anecdote, avec Edgar Gros-Piron, Franck Picard et
Franck Ribou. On est intervenu en fin d'année dernière devant 600 collégiens, lycéens à Albertville. Et donc, bon, ils savaient qu'on allait venir, donc on parlait de notre parcours, etc. Et puis, ils avaient préparé des questions. Et à un moment, sur la fin, il y a une jeune fille donc, qui portait la question pour la classe. Hein, et qui s'est levée et qui m'a dit est-ce que vous pensez que les jeunes filles ont les capacités de réussir autant que les hommes? Donc là, j'ai un petit blanc quand même. Parce que je me dis que si les gens se posent encore, les jeunes en tout cas, se posent encore cette question, c'est qu'il y a du boulot. Je pense qu'on vit vraiment une période de transition, on parle du 21e siècle et vraiment des fonctionnements différents. Donc oui, il y a, je dirais, un ancien système, mais il y a un nouveau à créer. Et ça ne concerne pas seulement la femme, ça concerne aussi le père, l'homme. On parle du syndrome du présentéisme typiquement en France. Arrêtons de croire que ce n'est pas parce qu'on est à son bureau qu'on travaille. On est dans une période de nomade, la révolution technologique est passée par là. Arrêtons de croire aussi que les réunions importantes commencent après 18h. Ça aussi, il y a des sociétés maintenant qui se réorganisent autrement pour permettre un fonctionnement différent dans lequel tout le monde a accès. Ouais. Il y avait aussi l'exemple de chez Total hein, sur lequel qu'on avait rencontré où justement pour promouvoir les femmes et pour leur laisser aussi le temps justement de ces maternités, c'est qu'ils essayaient de les promouvoir plus tôt, c'est-à-dire les faire partir plus tôt sur les pays comme l'Inde, etc., de façon à ce que derrière, elles puissent davantage planifier leur vie familiale, alors que justement c'était un frein jusqu'à là, parce qu'au moment où on voulait les promouvoir, c'était au moment où elles s'arrêtaient pour des congés maternité. Donc voilà, donc je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui, il y a plein de leviers, et que c'est, encore une fois, et c'est pas une question de hommes ou de femmes, mais c'est une question de diversité, parce qu'aujourd'hui on a dans les fédérations comme dans les entreprises, ces nouvelles générations, en tout cas ce conflit de génération entre les jeunes cadres notamment et les cadres plus anciens, là aussi ça peut interroger. L'entreprise est un milieu méritocratique et la femme a des compétences. Si on ne parle que de compétences, que la seule langue partagée dans l'entreprise, eh bien, c'est là où la position de la femme aussi est différente. Oser demander, faire différemment. Juste pour apporter un point de vue d'homme, parce que vous avez... Oui. Non, mais parce que je pense que les questions légitimes viennent aussi de la projection dans un modèle existant. Et pour que le changement se mette en place, il faut changer. Voilà, si on ne change pas, il n'y a pas de changement. Là, une question qui demande 3 mots pour répondre. 3 ressorts pour dépasser l'échec. La force. La confiance. 3 mots. 3 mots chacun, hein, parce que 3 mots. Non, mais 3 mots, donc il en manque un. Ah, il en manque un. Ah, ouais, mais si, je vais quand même. L'envie. Un de plus, oui. Apprendre de ses échecs. Autre question. Pensez-vous vraiment que la société française est prête à évoluer et à accepter d'apprendre d'autrui dans un contexte mondial fortement troublé par des événements? Alors c'est un grand débat, mais simplement là, qu'est-ce qui vous vient? Est-ce que la société française est prête à évoluer selon vous? Elle est prête, si elle n'est pas prête, il va falloir qu'elle s'y prépare en tout cas, parce que de toute façon, si on veut pas être en retard, je crois qu'il faut, c'est comme dans un peloton, hein, si on ne veut pas être largué, il faut rester dedans. Hein. Donc voilà. Ouais, je pense que la difficulté par rapport à la France dans un contexte international, pour avoir beaucoup voyagé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est on est quand même les champions du non-changement, quoi. Et ça, pour s'adapter à un contexte international qui bouge très vite, c'est pas facile si on change pas. Mais je pense que ça, c'est véritablement nos peurs qui sont projetées et qui nous empêchent de se mettre en mouvement, parce que dès qu'il y a un inconnu, on n'y va pas. Parce qu'on pense toujours que l'inconnu est moins bien que ce qu'on connaît. Et d'expérience, c'est parfois vachement mieux. Exactement. C'est quoi le manager idéal? Une femme. Un footballeur. C'est quoi le manager idéal selon vous? Footballeuse. À part quelqu'un de compétent. Parce que c'est vrai qu'une équipe avec toutes les compétences possibles n'est pas automatiquement une équipe performante. Donc le manager idéal. Je crois pas qu'il y ait de réponse. Par contre, pour moi, ce qui peut être un bon manager, c'est le manager qui sait qu'il n'est pas idéal. Déjà, ça commence, à mon avis, par ça. Voilà. Alors après, il faut trouver
un bon compromis. Et là, on s'aperçoit qu'en fonction des cultures, nous, entreprises japonaises, ayant travaillé avant dans une entreprise française, il y a des nuances et des différences entre un manager sur ce point-là. Un japonais, vous lui demandez quel va être un manager idéal, il ne va même pas comprendre la question. En fait, il va répondre par un mot, c'est wa. Oui. Et le wa, c'est l'harmonie, en fait, pour les japonais. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de différence, c'est que on est assez basé sur les principes du manager, c'est le leader, c'est le chef, et souvent on est dans des concepts très directifs. Et autant un concept directif, un management directif a tout lieu d'être au tout début d'un projet, quand seul l'initiateur du projet sait où il veut aller, donc il emmène son équipe. Autant à un moment donné, c'est son équipe qui doit l'emmener. Et là, le sens wa du Japon, c'est vraiment veiller à ce que l'harmonie entre ses membres soit présente. Donc le consensus prend tout son sens, dès l'instant où il n'est pas mou, le consensus. Et là, à ce moment-là, l'équipe est active. Dernière question, à quoi on pense pendant l'entraînement en triathlon? Recherche du dépassement? Point d'interrogation. C'est ma question. Oui, j'ai bien compris. Alors déjà, quand on ne fait pas de foot, on pense. Non, il y a un élément intéressant, c'est que c'est un sport, comme beaucoup de sports, mais le fait qu'il soit long, il y a un travail sur la douleur qui est permanent, sur des épreuves qui durent jusqu'à 10 heures, un petit peu comme dans le vélo, où la douleur finalement est permanente et on se l'approprie. Et on se l'approprie en étant à l'intérieur de soi. Dès l'instant où on sort de l'intérieur de soi, elle nous bloque. Donc c'est vraiment une gestion interne, presque une méditation. Et c'est du coup un bon apprentissage dans l'entreprise sur la gestion des émotions aussi. Alors moi je vous propose de continuer le débat autour d'un verre. On a trois points pour finir avec... Marie va déjà vous remercier. Merci pour votre présence, ce partage. 2 clins d'œil et une question. Premier clin d'œil pour la société Pilote et l'initiative de Patrick Forveille, parce qu'ils font des stylos, mais ils les personnalisent aussi. Et Patrick a pris l'initiative de faire des stylos Excellence Ensemble. Vous pourrez avoir le cadeau en portant. Deuxième clin d'œil au collectif des Princesses Rebelles, avec la présence de Sarah Malek ici, dont Marie-Françoise et moi, avec Excellence Ensemble, sommes partenaires, avec le fameux Ajazim. Princesses Rebelles, qui est un collectif de personnes indépendantes, entrepreneurs, hommes ou femmes, vraiment qu'un collectif économique très intéressant par référencement. Et puis une question, on va poser la question, puis vous gardez la réponse. Dire oui à la diversité, à la différence, c'est dire oui à quoi? Sur ce, je vous remercie. Merci. On va qu'on s'applaudisse et puis on se rejoint tout de suite.